Bonjour à tous. Dès notre plus jeune âge, on entend des contes et des légendes sur des êtres magiques, ceux que l'on croit habiter dans les nuages, les forêts profondes et les profondeurs de l'océan. Pourtant, personne ne s'est jamais retrouvé face à face avec eux. Et si toutes ces histoires étaient vraies, qui sont ces étranges créatures? S'agit-il de monstres féroces ou d'êtres supérieurs qui préfèrent simplement se tenir à l'écart des humains? Ou pourrait-il être le reflet de notre soi intérieur? Aujourd'hui, on va plonger plus profondément dans ce royaume intrigant avec deux histoires. États-Unis d'Amérique, Texas. Une tragédie s'est récemment abattue sur le village de pêcheurs de Palacios, sur la côte du golfe du Mexique. Un déversement massif de pétrole a terni les plages et laissé les pêcheurs locaux sans emploi. Un homme inquiet découvre un pélican sans vie sur le sable, ses plumes emmêlées par la substance sombre. Il amène le pauvre oiseau au bureau de poste local, d'où il l'expédie au siège de la compagnie pétrolière, Titan, la société responsable de la catastrophe environnementale. Avant la catastrophe, Charco Peters avait une carrière florissante en tant que pêcheur respecté, ce qui lui a valu le surnom de « le requin ». Alors que ses collègues pêcheurs sont toujours optimistes quant à leurs perspectives et préparent leurs bateaux. Charco s'est rendu compte que la direction de Titan mentait sur leurs efforts de nettoyage. Il y a un an, il était sur un bateau pour faire face aux conséquences de la marée noire, et juste au-dessus de lui, des avions ont commencé à larguer des produits chimiques pour dissoudre le pétrole. Charco s'est évanoui, s'est retrouvé dans l'eau, et il a subi des brûlures chimiques et des dommages aux poumons. Depuis ce moment-là, il a une déficience visuelle d'un œil, et il doit toujours avoir un réservoir d'oxygène avec lui. Autrefois capitaine féroce, capable d'attraper n'importe quel poisson, Charco se retrouve estropié et au chômage maintenant. Charco entre dans un bar, où un pêcheur endurci insiste sur le fait qu'il a vu des sirènes. Il dit qu'ils l'ont tiré dans l'océan et ont essayé de le déchirer. Heureusement, un ami est intervenu, tirant son arme et effrayant les créatures. Bien évidemment, personne dans le bar ne croit à son histoire. Donc, pour prouver son point de vue, le marin montre la cicatrice sur son corps. Mais les gens du bar n'en sont pas plus convaincus, car on ne sait pas qui aurait pu lui gratter le ventre. Le jour suivant marque la réouverture officielle de la baie pour la pêche, le gouvernement déclarant l'eau salubre. Alors que la plupart des pêcheurs se préparent à retourner à la mer. Charco n'a pas l'intention de se joindre à cette farce. Ils croient fermement qu'ils n'attraperont aucun poisson. Les politiciens opportunistes exploitent la situation, utilisant l'événement comme moyen pour accroître leur popularité. Charco s'énerve, submergé par un sentiment d'impuissance face à l'injustice. Il part se calmer dans sa voiture, les larmes aux yeux. C'est à ce moment que Breezy, un pêcheur plutôt décontracté et souvent pompette, tombe sur Charco. Breezy veut emprunter le bateau de Charco, mais l'homme refuse. Il se souvient d'avoir attendu Breezy pendant 2 heures à une occasion précédente, pour découvrir plus tard que Breezy avait été arrêté et n'avait pas pris la peine de l'en informer. Alors que Charco s'éloigne, Breezy, qui est frustré, lui lance des insultes. À la maison, Charco passe la soirée seul. Il boit et regarde son ancienne émission de télévision préférée. Le matin, il règle la radio à la fréquence des navires en mer. Pendant un moment, il écoute les marins parler, s'imaginant à bord avec eux. Mais ensuite, il revient à la réalité, et il éteint l'appareil avec rage. Charco se rend de nouveau à la plage, où il cherche plus de preuves des mensonges du Titan. Il met un autre poisson, tué par l'huile, dans le camion. Et après, il entend un bruit étrange. L'homme s'approche et voit le corps d'une femme, recouverte d'huile. Il est choqué de découvrir qu'au lieu de jambes, elle a une queue de poisson. Charco pousse la sirène avec un bâton, et il est convaincu qu'elle est morte. Toujours incapable d'en croire ses yeux, Charco met la sirène à l'arrière du camion, et la conduit chez lui. Invoquant le peu de force qu'il lui reste, il transporte le réservoir d'oxygène et le corps sans vie sur la pelouse. Puis, Charco remplit une baignoire de glace et y met le corps. Il entend à la radio que les autres pêcheurs sont revenus les mains vides. Tous les poissons sont souillés d'huile, et certains d'entre eux ont même plusieurs têtes et d'autres difformités. Alors que Charco se regarde dans le miroir, le reflet d'un homme âgé au visage marqué de cicatrices apparaît. Mais ce n'est pas ce que Charco voit. Au lieu de ça, il se voit comme un fort et intrépide conquérant de la mer. D'une main, il couvre le côté défiguré de son visage, défiant sa misère avec une danse triomphante. Bien qu'il ait passé d'innombrables années en mer, la découverte la plus importante de sa vie s'est produite sur Terre. Sa jubilation est soudainement interrompue par un appel téléphonique d'un avocat qui lui propose de se joindre à un procès collectif contre Titan pour les dommages causés à la santé des marins. Charco, trouvant cette proposition à la fois humiliante et inutile, raccroche rapidement. Charco continue à ouvrir une canette de bière après l'autre, tout en étant collé à la télévision. Soudain, il entend un bruissement venant de la salle de bain. Il ouvre prudemment la porte et, dans la pénombre, il voit une sirène sortir d'un sac en plastique. Elle le remarque aussi, laisse échapper un grand cri, lui faisant peur. Charco claque précipitamment la porte et attrape son fusil. Lentement, il ouvre la porte de la salle de bain
Mais la sirène saisit sa jambe et enfonce ses dents dans son bras. Ils finissent par lutter sur le sol, et la créature parvient à mordre à travers le bras de Charcot. Finalement, il jette un filet sur la sirène et la repousse dans la baignoire. Haletant, il pointe le pistolet sur la créature inhabituelle, mais il n'arrive pas à se résoudre à appuyer sur la gâchette. Juste à ce moment-là, une mélodie agréable emplit l'air, et la sirène cesse de lutter, regardant plutôt l'homme avec espoir. Le lendemain, Charcot se rend au magasin pour acheter des provisions, prenant de la viande, avant d'offrir à la sirène captive le choix entre le poisson et le steak. Elle pointe du doigt le steak. Good choice. I wouldn't want the farm raised shit either. L'homme fait un petit trou dans le filet pour que la sirène mange. Il l'aide également à nettoyer l'huile de ses branchies, afin qu'elle puisse respirer plus facilement. Plus tard dans la soirée, Charcot reprend son émission de télévision, puis il entend une mélodie venant de la salle de bain. Il décide de tenir compagnie à son invité, et il lui apporte la télévision. Pour l'aider à mieux suivre l'histoire, Charcot lui donne un bref récapitulatif de ce qui se passe. In this one, he falls in love with that one, Julie. She tricks him, see? Le père de l'homme avait l'habitude de regarder cette émission pour améliorer son anglais lorsqu'il a déménagé aux États-Unis. Charcot s'assoupit près de la baignoire, et la sirène essaie de l'atteindre avec ses griffes. Mais il se fait brusquement réveiller par un bruit venant d'une autre pièce. C'est Breezy qui s'est faufilé pour voler quelque chose. Charcot menace d'appeler la police, et en réponse, le fauteur de troubles fracasse la radio de Charcot contre le mur. Breezy hurle que Charcot ne lui a même pas donné une chance, car il a refusé de lui prêter un bateau, même s'ils se sont déjà aventurés en mer ensemble à plusieurs reprises. I let you on my boat. I gave you a shot. I gave you 10 shots. Oh, good boy, Charcot. Breezy comprend que Charcot, estropié, n'a aucune chance de se battre, alors il continue de le pousser. Puis il entend soudainement un bruit venir de la salle de bain, et il décide d'aller vérifier ce que c'est. Charcot ne parvient pas à l'empêcher d'entrer, et à la surprise de Breezy, il tombe sur la sirène. Sa mâchoire tombe, mais il retrouve rapidement son calme et suggère qu'il la vende pour un bon prix. Charcot, en revanche, insiste pour libérer la créature dès que l'océan est propre. Breezy souligne qu'elle ne survivrait pas longtemps dans une baignoire de toute façon. Le lendemain, Breezy se présente et aide Charcot à mettre en place un aquarium pour la sirène, juste à l'intérieur de la maison de Charcot. Sauf que Charcot n'est pas ravi de la qualité de son travail, et en plus de ça, Breezy n'arrête pas de prendre des pauses pour fumer. Le père de Charcot lui a appris à être fier de son travail, et Charcot tient Breezy aux mêmes normes. Mais Breezy ne supporte pas le harcèlement constant de Charcot, ce qui n'est pas surprenant, compte tenu du fait que son propre père avait été dur avec lui, allant jusqu'à le brûler avec des mégots de cigarettes. Finalement, Breezy se calme un peu, réalisant que Charcot avait une raison valable de le gronder. Charcot souligne l'importance de garder la sirène secrète, avertissant que tout le monde voudrait un bout de leur prise précieuse si l'info fuitait. Ils partagent des souvenirs de leur jour en mer sur le même bateau, bien que leur partenariat soit plus forcé maintenant. Charcot comprend qu'à Breezy, il faut lui dire ce qu'il veut entendre. Au final, le travail est terminé, et la sirène nage joyeusement à l'intérieur de l'aquarium, déplaçant gracieusement ses nageoires dans l'eau cristalline. Breezy part alors que Charcot prépare un dîner romantique pour lui et la sirène. Il met l'ambiance avec de la musique et s'assoit à la table, face au réservoir. Après avoir jeté un steak cru à la sirène, Charcot partage des histoires sur son père. Son père avait un amour profond pour la musique, les voitures et la télévision américaine, et il a même adopté un nom américain. Mais la vie était dure pour les immigrants au Texas, et certains habitants sont allés jusqu'à les menacer. Néanmoins, son père s'est battu durement pour assurer le bien-être de sa famille, et il a réussi. En revanche, Charcot a l'impression d'avoir tout gâché et d'avoir réduit ses efforts en poussière. Ça le surprend de voir à quel point il devient bavard en compagnie de la sirène. Avec la mélodie qui joue à nouveau, des images séduisantes remplissent son esprit. Soudainement, la sonnette retentit, et l'homme l'ouvre pour révéler une jeune femme. What's wrong? Don't you recognize me? You saved my life, remember? Il s'avère que l'aquarium est maintenant vide. La sirène s'est complètement rétablie et elle a pris une forme humaine. Elle est venue remercier l'homme, qui est sincèrement préoccupé par les créatures marines parce que lui aussi a souffert des effets de la marée noire. La femme s'approche et retire le tube à oxygène de l'homme. Elle touche doucement le visage de Charcot, guérissant miraculeusement ses cicatrices et lui redonnant sa santé d'avant. Après un tendre baiser, la belle sirène et l'homme dansent sur les airs de Frank Sinatra. Ils cèdent à la passion et plus tard, Charcot se souvient affectueusement de sa meilleure prise. Me, no immigrant son. I was Charcot, king of the ocean. Le marin est ravi d'avoir retrouvé ses forces. La sirène mentionne qu'elle avait remarqué à quel point Charcot était malheureux. L'homme ne peut s'empêcher de penser qu'il aurait mieux valu qu'il se noie ce jour fatidique. Mais maintenant, il est heureux, et tout ça en vaut la peine. Quelques heures plus tard, leur moment de paix est brutalement perturbé par des visiteurs inattendus. Charcot sort dans la rue, s'approchant d'un groupe de personnes rassemblées autour de voitures. Il porte toujours les mêmes cicatrices faciales et tient un réservoir d'oxygène.
Il s'avère que Breezy a parlé à tout le monde de la sirène, attirant l'attention des pêcheurs locaux. Ils reconnaissent que Charcot avait raison au sujet de la mer et de la tromperie des entreprises. Sauf que sans poissons pour subvenir aux besoins de leur famille, cette créature rare pourrait devenir une source de revenus vitale pour toute la communauté. Charcot leur dit d'abord de partir, avant de concéder visiblement, leur disant d'attendre dehors. Mais au lieu de leur montrer la sirène, il apporte une arme chargée et tire un coup de semonce dans le sol. I'm the king of the f***ing ocean, and not a one of you's gonna take her from me. You hear? Les marins décident de ne pas l'énerver plus et ils partent. Charcot retourne à la maison, où la sirène flotte toujours dans son réservoir. Il s'avère qu'elle a causé des hallucinations à l'homme pendant tout ce temps. Le problème, c'est que Charcot reste perdu dans ses illusions et promet de protéger la sirène jusqu'à la fin. Dans son imagination, il se voit lui-même et la femme arrivant sur une plage immaculée par une journée parfaite. L'homme se débarrasse de ses vêtements inutiles et les amoureux courent joyeusement puis plongent dans la mer depuis la jetée. Pendant ce temps-là, dans la vraie vie, Charcot plonge dans l'aquarium avec la sirène. La prédatrice l'attrape et l'eau devient rouge de sang humain. Cette scène marque la fin de l'histoire. La ville de Newark, New Jersey, fin février. Des objets étranges ont plu du ciel. Ces choses se sont avérées être des créatures vivantes et qui ont reçu le nom d'anges pour leur peau pâle, bien qu'elles ressemblaient davantage à des êtres monstrueux, minces, osseuses et sans ailes, avec un regard vide dans les yeux. Leur origine reste mystérieuse, ce qui a conduit à des discussions sur la question de savoir si ces anges se révéleraient être des sauveurs ou des destructeurs du monde. Un homme du nom de Brian fait ses courses au supermarché. Il remarque une poupée sur l'étagère et décide de l'acheter. Lorsque la caissière lui rend sa monnaie, elle laisse tomber une poignée de pièces sans faire exprès. Brian panique et il s'enfuit sans attendre que la caissière ramasse la monnaie. En rentrant chez lui, il passe par le studio de ballet. Tout l'endroit est décoré pour Noël. À l'intérieur, il enveloppe soigneusement la poupée et ajoute un message sincère pour sa fille, Tabitha. Étrangement, il y a un tas de feutres identiques dans le tiroir. Ensuite, il range la boîte cadeau au milieu d'une pile de cadeaux sous le grand arbre desséché. Le gars passe son après-midi à boire des verres devant la télé. Amy, sa femme, rentre tard de son shift. C'est une policière. Elle est pressée de se rendre à une séance de thérapie de groupe que son médecin lui a suggérée. Brian était censé la rejoindre, mais il affirme qu'il ne se sent pas bien. Amy soupçonne que ce n'est pas la vraie raison. Et elle a raison. Son mari refuse simplement de suivre les conseils donnés par le psychiatre. It's not the same thing. Their kids are all dead. Our kid is not dead. Bien que ça fasse plus d'un an, Brian n'a pas perdu l'espoir de retrouver sa fille. Amy choisit de ne plus le presser, et elle part seule. Elle aurait juste bien aimé qu'il vienne, d'autant plus qu'elle a déjà demandé à son collègue de la remplacer. Le lendemain, Brian rend visite à une femme qui utilise l'hypnose pour l'aider à se souvenir du jour où Tabitha a disparu. Il se souvient qu'il avait été chercher sa fille après son cours de ballet, et qu'ils étaient allés chercher de la glace. Il y avait un chien assis près de l'entrée, et Tabitha avait voulu le caresser. Brian lui a autorisé à sortir du magasin, pendant qu'il restait pour payer leur achat. La caissière a laissé tomber de la monnaie, et Brian a pris le temps de la ramasser. Pendant ce court laps de temps, Tabitha a disparu. Elle portait un tutu rose, donc on ne pouvait pas la rater. Mais personne ne l'avait vue en passant. Brian a dévalé les rues à la recherche de sa fille, ne trouvant que sa glace abandonnée par terre. Soudainement, il se souvient avoir vu une fourgonnette suspecte. Les détails de la plaque d'immatriculation sont flous dans sa mémoire, mais l'hypnologue l'aide à les récupérer. Brian se rend ensuite au poste de police et demande à effectuer une vérification de la plaque d'immatriculation dans la base de données. La collègue d'Amy accepte d'aider, mais a des doutes sur la fiabilité de l'hypnose. Ce n'est pas exactement une preuve concrète. Néanmoins, ils doivent faire la vérification, et l'agent assure Brian qu'il se penchera sur la question. Brian craint que l'affaire ne soit classée, faute de nouveaux éléments de preuve. Amy poursuit ses séances régulières dans le groupe de thérapie. Elle raconte que Tabitha a disparu quand elle avait 8 ans. Elle avait une forte passion pour le ballet et voulait les chaussures de ballet marron portées par les danseurs du célèbre théâtre de danse d'Alvin Ailey. Malheureusement, le magasin local n'avait que des chaussures roses en stock. Alors, Brian a improvisé en utilisant un feutre pour les colorer. Tabitha adorait tellement les chaussures qu'elle les portait tout le temps. Au fur et à mesure que la couleur s'estompait, son père achetait plus de feutres et il continuait à retoucher les chaussures de ballet. Aujourd'hui, ces feutres, ainsi que d'autres objets appartenant à leur fille, sont toujours dans leur maison. Une des membres de leur groupe ne comprend pas ce à quoi Amy fait allusion. On dirait presque qu'elle veut que sa fille soit déclarée morte. Mais Amy nie fermement cette accusation. Après la réunion, elle reçoit un appel d'un collègue. Il lui dit que les informations que Brian a obtenues ne leur ont donné aucune piste. Amy est prise au dépourvu, pensant d'abord qu'ils ont trouvé Tabitha. En fin de compte, elle est juste contrariée que son mari ne lui ait pas parlé de sa visite à la police.
Alors qu'elle s'apprête à partir, elle aperçoit soudainement sa fille dans un tutu de ballet dans le miroir. Amy la reconnaît et la poursuit jusqu'à un vieil immeuble. À l'intérieur, tout ce qu'elle trouve, c'est un sans-abri qui dort à côté de son caddie. À son horreur, elle voit une tête d'ange coupée à l'intérieur du chariot. Quand Amy rentre à la maison, elle jette tous les feutres. Brian le remarque et demande où ils sont. Amy répond que leur fille est partie et qu'elle ne peut plus supporter de la voir partout. Ça la rend folle. Brian n'est pas d'accord et il déclare fermement que Tabitha reviendra. When she does, she'll have everything waiting for her so she knows that we never gave up. Brian accuse sa femme d'être faible, puis il sort. Il continue de garder la chambre de sa fille en parfait état. C'est là qu'il reçoit un appel du détective privé que l'homme a embauché pour se renseigner sur la plaque d'immatriculation. Il s'avère qu'il a trouvé l'adresse du propriétaire. Le lendemain, Amy est appelée au commissariat. Brian a été arrêté lorsqu'il est entré dans la propriété de quelqu'un à la recherche de preuves. La police a tout vérifié minutieusement. Le propriétaire de la fourgonnette était hors de la ville quand Tabitha a disparu. Mais Brian est prêt à tout pour trouver le coupable. Tout le monde sympathise avec Brian, alors la police libère l'homme avec un avertissement verbal. Amy escorte ensuite son mari à l'extérieur, où il croise Tommy, le chef du groupe de thérapie, qui a emmené Amy. De retour à la maison, Amy gronde Brian pour ses actions irréfléchies et son manque de confiance dans la police. Brian se défend, disant que la police ne se soucie pas de trouver une fille noire disparue, et que lui, il essaie au moins de faire quelque chose. Mais il admet que sa piste n'a donné aucun résultat. Brian suggère encore une fois que sa femme ne se donne pas assez, ce qui l'irrite vraiment. Amy est frustrée, car Brian est au chômage depuis longtemps, et qu'elle subvient seule aux besoins de la famille. I don't point fingers when you drink yourself to sleep, or spend a fortune on Christmas gifts. Elle avoue ensuite avoir eu une liaison avec Tommy, ce qui choque profondément Brian. Il pensait que les choses ne pourraient pas s'empirer. Amy explique qu'elle ne reçoit aucun soutien de sa part en tant que mari et qu'elle ne peut plus continuer comme ça. Elle lui dit que s'il veut vraiment sauver leur mariage, il doit commencer à faire un effort. Mais l'homme répond qu'il ne peut pas se résoudre à le faire, car il a peur que passer à autre chose l'oblige à accepter que Tabitha soit partie. Alors qu'Amy se couche, Brian s'aventure à la recherche d'un verre. Il tombe sur un restaurant qui se trouve être ouvert, où Tony, la serveuse fatiguée, fait une petite sieste. Elle lui offre une bière, mais Brian, à la recherche de quelque chose de plus fort, lui demande si elle a quelque chose de mieux. Après avoir fouillé dans la cachette secrète du manager, Tony trouve de la tequila et rejoint Brian pour un verre. Plus tard, elle le surprend en suggérant qu'ils apprennent à se connaître plus intimement. Brian refuse, car il n'a pas l'intention d'être infidèle à sa femme. Curieux de savoir comment Tony s'est retrouvé à être aussi cynique, il lui pose des questions sur l'histoire de sa vie. Tony explique que sa vision insouciante de la vie est le résultat d'une épiphanie qu'elle a eue récemment. Ce jour-là, elle travaillait. Une des clientes avait du mal à calmer sa fille qui pleurait. Pour prendre une pause, Tony est sortie, où elle a aperçu un gars qui vendait des marchandises inhabituelles au coin de la rue. Il s'est avéré qu'il vendait une concoction qu'il prétendait être faite à partir du sang d'anges déchus. Quelqu'un avait compris que les corps de ces êtres célestes avaient des propriétés altérant l'esprit. La curiosité a eu raison de Tony, et elle a décidé de tenter sa chance. L'expérience l'a laissée sous le choc, et elle n'a pas pu le supporter longtemps, avant de finir par vomir. Mais après ça, tout est devenu clair pour elle. You know what it showed me? I'm a monster. Brian répond qu'il n'est pas meilleur lui-même. Ensuite, la fille suggère de jouer à un jeu de « Qui est le pire ?». Elle lui dit qu'elle suit une thérapie pour les parents dont les enfants sont décédés, sauf que elle, sa fille est en vie. Tony l'a juste abandonnée dans un restaurant avant de partir. Aux réunions, elle ment à tout le monde, mais après ça, elle se sent un peu mieux, enfin jusqu'à récemment. Brian demande où est sa fille maintenant, mais Tony n'en a aucune idée, et elle ne veut pas savoir. L'homme ne peut pas comprendre comment Tony a pu abandonner son enfant si facilement. Il lui raconte comment Tabitha a disparu. Brian se sent coupable, car il a promis de toujours garder un œil sur sa fille. Il a été distrait par quelques pièces de monnaie par terre, et il l'a perdue à jamais. Tony lève son verre pour porter un toast aux pires personnes du monde, puis allume le jukebox avant de partir sur la piste de danse, avec Brian qui la rejoint. Alors qu'ils se rapprochent, juste avant que leurs lèvres ne se rencontrent, la musique s'arrête brusquement. Tony se précipite vers la caisse pour attraper des pièces de monnaie, en laissant tomber accidentellement quelques-unes sur le sol. En un clin d'œil, Brian disparaît sans dire un mot. Sur le chemin du retour, il pense voir Tabitha s'élancer dans une ruelle étroite. Excité, il la suit, découvrant un tas de feutres par terre, formant un chemin qui mène à une poubelle. À l'intérieur, Brian trouve un ange blessé, nu et sans défense, attendant son sort. Se pourrait-il qu'ils soient venus ici parce qu'ils avaient besoin d'aide, et non l'inverse? Brian porte la créature à la maison dans ses bras, et il la place sur le lit de Tabitha. Avec l'aide d'Amy, il
s'occupe de sa blessure. Il décide de ne pas appeler la police, craignant que l'ange ne soit emmené. Au cours de leur conversation, Brian raconte à Amy que des gens utilisent leur sang pour le plaisir. Cette information amène le couple à se demander si le paradis est vraiment si merveilleux, si les anges ont volontairement choisi de résider dans ce monde rude à la place. Il apaise la créature et il se retrouve à s'endormir par terre. Le matin, l'ange se sent mieux et appelle ses sauveteurs. Il prend un peu de son propre sang et le met dans la bouche de Brian et Amy. Leur inquiétude et leur angoisse commencent à se cristalliser en pensée à un rythme accéléré. Et Brian accepte la douloureuse vérité que sa fille n'est plus en vie, le laissant perdu, cherchant à comprendre qui il est maintenant qu'elle est partie. I never even wanted to be a dad. But now I am. And I got no kid. Amy dit qu'ils sont toujours une famille et qu'ils peuvent passer le reste de leur vie ensemble. Sa colère la pousse à briser l'arbre de Noël et les cadeaux, qui sentent la mort. Brian est submergé par la culpabilité, martelant sa poitrine avec remords. Ils s'évanouissent tous les deux brièvement d'épuisement, et quand Brian pose des questions sur l'implication d'Amy avec Tommy, il saute sous le choc en découvrant qu'elle a eu une liaison juste sous leur toit. Il se précipite à la réunion du groupe de soutien pour affronter Tommy, le frappant au visage, puis il repart rapidement. De retour à la maison, Amy aide Brian à s'occuper de sa main, blessée par le coup de poing. Ils se souviennent affectueusement de la façon dont ils se sont rencontrés, et comment ils ont commencé à sortir ensemble il y a plus de 2 décennies. Le couple partage un baiser, cédant à la passion. Soudainement, l'ange apparaît du 2e étage, se tranche le cou et arrose les amants de son sang. Leurs sentiments transcendent les frontières de la réalité, et ils se retrouvent dans une salle de théâtre vide. Tabitha apparaît sur scène avec des chaussures de ballet marron, exécutant sa dernière danse pour ses parents. Les larmes aux yeux, Brian et Amy disent au revoir à leur fille. Though they knew their daughter was gone, the angel gave them a chance to say goodbye. L'émission de télévision préférée de Charcot s'appelle Bonanza. C'est un drame centré autour d'un père et de ses 3 fils, chacun d'une mère différente. À divers moments, Charcot cite l'un des personnages en disant « Je ne suis qu'un cow-boy. Ne pense pas que je m'intègre très bien dans un endroit comme celui-ci. » Il y a une femme dans la série qui essaie de séduire le héros pour ses propres raisons égoïstes, ce qui est un indice de la relation entre la sirène et Charcot. Dans la 2e histoire, on découvre Alvin Ailey, un danseur noir doué, réputé pour mélanger harmonieusement des éléments de théâtre, de danse moderne, de ballet et de jazz dans ses performances. En 1960, il a créé une danse emblématique, Révélation, qui a été acclamée dans le monde entier. L'histoire de Tabitha et ses chaussures brunes mettent en lumière une époque où les ballerines à la peau foncée devaient peindre leurs chaussures à pointe. À l'origine, ces chaussures ont été conçues pour correspondre au ton de peau des ballerines blanches, afin qu'elles ne soient pas visibles sur scène. Les chaussures à pointe brune sont finalement devenu un symbole important, soulignant que la couleur de la peau d'un danseur ne devrait jamais entraver sa capacité à mettre en valeur son talent. La série Monsterland est basée sur le livre North American Lake Monster de Nathan Ballingrud. Comme toujours, tu peux trouver le nom de la série dans la description en dessous. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires quelle créature magique te fascinait le plus quand t'étais enfant. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like pour voir encore plus des récapitulatifs de films comme celui-ci.